On a souvent une image, comment dire, assez limitée de ce que c'est l'intelligence, non? Oui, c'est vrai. Ça colle souvent aux bonnes notes à l'école, à la fameuse bosse des maths. Mhm. Et qui n'a jamais eu ce sentiment-là un peu désagréable d'être un peu à la traîne, de se sentir moins vif dans certains domaines? Oh oui, bien sûr. Alors que d'autres semblent super à l'aise. C'est ça. C'est une sensation quasi universelle, j'ai l'impression. Alors aujourd'hui, justement, on va se pencher sur des textes qui bousculent un peu cette vision étriquée. Oui, qu'ils l'élargissent. Exactement. Notre objectif, c'est d'explorer ensemble comment l'intelligence humaine, en fait, c'est un spectre beaucoup plus large, beaucoup plus varié qu'on le croit. Mhm. On va découvrir qu'il y a plein de façons d'être brillant, bien au-delà des critères purement scolaires. Et pour ça, on va s'appuyer sur les idées d'un psychologue, Howard Gardner. Tout à fait. Les sources qu'on a étudiées, elles proposent vraiment une remise en question de cette définition unique, monolithique de l'intelligence. C'est assez salutaire, je trouve. Ah oui, Oui, elles nous invitent à regarder au-delà du QI, quoi, et à reconnaître la valeur de compétences hyper variées. d'accord. Donc on va essayer d'identifier ces différentes formes d'intelligence qui sont décrites, et surtout voir comment elles se manifestent concrètement, dans la vraie vie, quoi. Ok, voir comment ça se traduit au quotidien. Voilà, c'est un peu une invitation à changer notre regard, sur nous et sur les autres aussi. Alors commençons par ce qui coince souvent, ce fameux mythe de l'intelligence unique, celle de l'école. Oui, la bonne élève. C'est ça. Les textes en parlent bien, de cette association presque automatique, intelligent égale bonne note, maîtrise des maths, du français. Hmm, L'exemple qui est donné est assez parlant. Cet ami-là, qui est décrit comme un dieu du foot, super agile, super stratège sur le terrain, oui, mais qui, face à une simple dictée, c'était la panique totale. Une vraie torture pour lui, apparemment. c'est une illustration parfaite, ça, du biais dont parlent nos sources. Un biais culturel, éducatif. C'est-à-dire? Ben, on a collectivement tendance à survaloriser certaines intelligences. Typiquement, la logique, le langage. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus faciles à mesurer, peut-être. Sans doute. Et historiquement, elles sont liées à la réussite scolaire, puis professionnelle dans nos sociétés. Mais les sources le disent. Ça a des conséquences. Ça mène à dévaloriser ou même à ignorer complètement d'autres compétences. Qui sont pourtant essentiels. Tout aussi complexes et essentielles, oui, mais moins visibles ou moins bancables selon certains critères. Et le message sous-jacent, c'est si tu brilles pas là-dedans, t'es moins intelligent, point. Voilà. Et c'est là que les textes qu'on explore apportent un changement de vue radical. Il ne s'agit pas d'un manque d'intelligence. Non, surtout pas. C'est une intelligence différente. C'est vraiment ça le cœur de la théorie de Howard Gardner, qui est centrale dans nos documents. La théorie des intelligences multiples. Exactement. Lui, il ne parle pas d'une intelligence, mais il propose un modèle qui en distingue. Alors, au début, c'était 7, puis 8, parfois même 9. Nos sources se concentrent sur 8 formes principales. D'accord. Plutôt que de faire une liste un peu sèche, on pourrait peut-être les explorer. Celles qui nous viennent en premier, par exemple. Hmm. Les plus évidentes. Spontanément, je pense à l'intelligence linguistique. Celle des mots, quoi. La facilité à parler, à écrire, à jouer avec les mots. Oui, les orateurs, les écrivains. Voilà. Et puis sa cousine, un peu l'intelligence logico-mathématique. Les chiffres, la logique, la déduction. Mhm. Le domaine des scientifiques, des ingénieurs, des joueurs d'échecs aussi. C'est un peu les stars de l'intelligence traditionnelle, ça, non? C'est exactement ça. Ce sont celles que les tests de QI classiques essayent de mesurer, principalement. Mais Gardner nous dit « Attention, c'est juste le début ». Ah! Il y en a d'autres. Ah oui, il identifie aussi l'intelligence musicale, cette capacité à sentir, à comprendre les rythmes, les mélodies. Les musiciens, bien sûr. Les compositeurs, oui, mais aussi simplement ceux qui sont hypersensibles à la musique, qui sont structurés par ça. Et puis il y a l'intelligence spatiale. Ah oui, celle-là, elle est intéressante. La capacité à voir le monde en 3D dans sa tête. À s'orienter, à imaginer des formes, C'est tout à fait ça. Les architectes, les navigateurs, les sculpteurs. ou la personne qui arrive à monter un meuble Ikea sans hurler. Ah! Très bonne illustration, oui. Et ce n'est pas fini. Garner met aussi en avant l'intelligence corporelle kinesthésique. Kinesthésique, c'est-à-dire c'est l'intelligence du corps en mouvement, l'habileté à utiliser son corps pour s'exprimer, pour agir, pour créer quelque chose. Ah! Comme les danseurs, les sportifs. Oui, les sportifs de haut niveau, les danseurs, mais aussi les chirurgiens ou même les artisans dont les mains semblent penser toutes seules, tu vois. C'est vrai qu'on pense pas forcément à
l'intelligence pour un geste technique parfait ou une danse. Et pourtant, oui, quelle maîtrise ça demande. Précisément. Et Garner va encore plus loin. Il explore aussi les intelligences plus tournées vers l'humain. D'abord, l'intelligence intrapersonnelle. Intra, c'est vers l'intérieur. Oui, la capacité à se comprendre soi-même, identifier ses émotions, ses forces, ses faiblesses, ce qui nous motive vraiment. Une sorte de lucidité sur soi. D'accord. Et son contraire, enfin son pendant, c'est l'intelligence interpersonnelle, j'imagine. Exactement. Et celle-là, on la voit tous les jours. C'est la capacité à comprendre les autres. L'empathie. L'empathie, oui, mais aussi percevoir leurs intentions, leurs humeurs, leurs motivations, et savoir interagir avec eux de façon ajustée. Le leadership, la médiation, c'est tellement important, Ah oui, crucial. essentiel. Et enfin, la huitième forme, qu'il a ajoutée un peu plus tard, c'est l'intelligence naturaliste, Naturaliste. liée à la nature. Oui. C'est cette sensibilité particulière au monde vivant, au monde naturel, la capacité à reconnaître, à classifier, à comprendre les plantes, les animaux, l'environnement, Comme les botanistes, les vétérinaires. ou même un chef cuisinier qui a un sens incroyable des produits de leurs associations. D'accord, je vois. Et là, on a les 8. On a les 8 principales évoquées dans nos textes, oui. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que cette vision elle est beaucoup plus large, plus inclusive. Mhm. Elle reconnaît des compétences, des sensibilités très différentes. Les exemples tirés des textes le montrent bien. Il y a cette histoire de la cousine. Oui, touchante celle-là. Oui, elle est décrite comme ayant toujours galéré à l'école, mais par contre, elle a une main verte incroyable. Elle fait revivre des plantes que tout le monde croit mortes. Une intelligence naturaliste à l'état pur. Exactement. Mais qui ne rentrait dans aucune case scolaire, quoi. Et c'est un exemple parfait du décalage que soulignent les sources. Sa compétence, elle est réelle, elle est précieuse, mais comme elle sort des clous académiques, On risque de la voir comme juste un hobby. voilà, comme quelque chose d'anecdotique, pas comme une vraie forme d'intelligence. Il y a aussi l'autre exemple, l'ami qui est nul en technologie. Ah oui, celui qui galère avec les pièces jointes. C'est ça. Mais à côté de ça, c'est un confident incroyable. Il a une écoute profonde, il trouve toujours les mots justes pour apaiser, pour redonner confiance. Clairement, une intelligence interpersonnelle très développée. Oui, mais là encore, difficile à noter sur 20. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les sources parlent d'auto-évaluation. Ah oui. Les gens se reconnaissent là-dedans. Apparemment, une personne se voit bien dans l'intelligence linguistique, je parle tout le temps, elle dit, et aussi intrapersonnelle, ce besoin de comprendre ses propres émotions. D'accord. Et une autre s'identifie plus à l'intelligence corporelle. J'ai besoin de bouger, je pense avec mes mains. C'est intéressant comme outil de connaissance de soi, finalement. Oui, ça permet de mettre des mots sur des fonctionnements qu'on sentait, peut-être, sans pouvoir les nommer. Hmm. Et l'analyse que les sources font de tout ça, elle est cruciale. Elle pointe un paradoxe. Lequel? Ces compétences, prendre soin du vivant, écouter l'autre, se connaître, agir avec son corps, elles sont fondamentales pour nous, individuellement et collectivement. Oui, évidemment. Mais elles restent souvent dans l'ombre. Pourquoi? Les textes suggèrent que nos systèmes, l'école, le monde du travail, sont encore formatés pour valoriser avant tout la logique et le langage. L'héritage historique. Oui, un héritage historique, et peut-être aussi économique. Certaines compétences sont jugées plus rentables ou liées à certaines formes de pouvoir. C'est un biais. Ce qui nous amène à un message vraiment fort qui ressort de ces lectures, ce sentiment d'être différent, parfois inadapté, pas fait pour ça. Oui. Ce n'est pas forcément un signe qu'on est moins bon. Les textes le présentent plutôt comme une piste, un indice vers notre propre zone de génie, notre intelligence dominante. C'est une idée assez libératrice en effet. Oui, Et même plus que libératrice, c'est une nécessité. Les sources insistent là-dessus. Le monde actuel, avec sa complexité, il a besoin de toutes ces formes d'intelligence. pour fonctionner, pour innover. Exactement. Pour innover, pour s'adapter. On a besoin des intelligences interpersonnelles pour la cohésion, la collaboration. On a besoin du spatial et du corporel pour construire, réparer, inventer concrètement. Du naturaliste pour l'environnement. Absolument. De l'intrapersonnel pour la sagesse, l'équilibre. Aucune n'est superflue. Elles sont toutes nécessaires. Et les textes suggèrent même un lien entre ce sentiment d'être parfois à côté de la plaque et la créativité. Comment ça s'explique? L'idée qui ressort, c'est que si tu ne rentres pas pile dans le moule, si tu perçois les choses différemment, eh bien ça t'oblige à développer des stratégies d'adaptation un peu uniques. Ah, d'accord. Ça peut aiguiser ton sens de l'observation, ta capacité à faire des liens que d'autres ne voient pas. Penser à côté, ça permet de voir les angles morts, d'imaginer des solutions originales. Ça devient un atout, en fait. C'est un terreau fertile pour l'originalité, oui.
que ce soit en art, dans le social, en technique. C'est logique. Et puis, comme le disent les textes avec humour, un monde où tout le monde penserait pareil Ce serait terriblement ennuyeux. et inefficace face au changement. C'est justement le mélange des façons de penser qui crée de la richesse, des idées neuves. La diversité des intelligences comme moteur. Absolument. Ce qui nous amène logiquement à redéfinir ce qu'on entend par intelligence. C'est ce que nous proposent les sources. Il faut vraiment sortir de cette fixation sur le QI unique. Qui est trop réducteur. Beaucoup trop. Il ne capture qu'une petite partie de ce que ça veut dire être intelligent. Alors, comment les sources suggèrent de voir les choses plus largement? Elle propose une approche beaucoup plus dynamique, plus intégrée à la vie. L'intelligence, ce ne serait pas juste une capacité figée, mais un ensemble de potentiels en action. C'est-à-dire? Les textes parlent de capacité d'adaptation face au neuf, au complexe, de capacité à apprendre de ses expériences, les bonnes comme les mauvaises, et de résilience. La capacité à rebondir? Oui, à se relever après un échec, à ne pas se laisser définir par ça. C'est une vision plus écologique, si tu veux, de l'intelligence, ancrée dans le réel. Donc, pour résumer, si on se sent parfois nul ou dépassé, c'est peut-être pas qu'on manque de potentiel, mais juste que la situation demande une intelligence qui n'est pas notre point fort principal. C'est exactement ça. Le message clé des textes qu'on a parcourus, c'est qu'il y a plein de façons d'être brillant, et qu'il faut reconnaître la valeur de chacune sans les classer. Elles sont différentes, complémentaires et tout indispensables. Tout à fait. D'accord. Et pour que cette idée ne reste pas juste théorique, les textes proposent un petit exercice d'observation, une sorte de jeu. 1. Lequel? Devenir un peu détective des intelligences autour de nous, juste pour prendre conscience de cette diversité au quotidien. Comment on fait, concrètement? C'est simple. Essayez de repérer activement les différentes formes d'intelligence chez les gens qu'on connaît. Par exemple, ce collègue qui se souvient toujours du prénom des enfants de tout le monde, qui demande des nouvelles sincèrement. Intelligence interpersonnelle, ça. En plein dedans. Ou cet ami qui, même dans un studio minuscule, arrive à créer une ambiance incroyable, super esthétique, avec 3 fois rien. Spatial, peut-être? Spatial, sans doute. Ou ce voisin qui répare n'importe quoi avec 2 bouts de ficelle. Ah oui, le roi de la débrouille. Corporel kinesthésique et peut-être logico-mathématique appliquée au concret. Exactement. Ou encore, comme le dit une source, la grand-mère qui sent au téléphone si ça va pas juste au son de la voix. Ça, c'est fort. Une intelligence émotionnelle très fine. Un mélange d'inter et d'intra peut-être. Probablement. Faire cet exercice, c'est comme changer de lunettes, tu vois. On voit soudain la richesse des talents autour de nous, souvent là où on ne les attendait pas. C'est une bonne idée, ça. Et pour terminer notre échange, en s'inspirant de la réflexion ouverte par nos sources, on pourrait laisser une question en suspens. Elle n'est pas formulée comme ça dans les textes, mais elle découle de tout ça. Oui, allez-y. Et si? Et si? Reconnaître consciemment, activement, cette diversité des intelligences, en nous d'abord, et puis chez les autres, si ce n'était pas seulement la clé pour mieux collaborer de façon plus humaine et efficace, Mhm. mais si c'était aussi le levier pour libérer un potentiel créatif, un potentiel d'adaptation immense, un potentiel dont on a peut-être plus besoin que jamais dans nos vies et dans nos sociétés. Une belle question pour réfléchir. Prenez soin de vos intelligences. Et de celles des autres.